Ici, à Alitena, à quelques kilomètres de la frontière érythréenne, les habitants sont inquiets. Cette région, au nord de l'Éthiopie, est en majorité habitée par le peuple Irob. Depuis l'annonce du Premier ministre le mois dernier de respecter la frontière décidée par une commission internationale, les habitants ont peur de voir leur famille divisée. Cette décision va diviser la population. Si des frères sont séparés, ça va poser des problèmes. C'est pas comme ça qu'il y aura la paix. Les signaux en faveur de la paix entre les deux pays ont été accueillis avec enthousiasme dans la capitale Addis Abeba. Mais ici, en territoire Irob, rare bastion du catholicisme éthiopien, on craint de nouveaux conflits avec les Érythréens. Nous voulons la paix, mais nous pensons que ça peut se faire sans donner des terres. Ça devrait être comme avant, quand les frontières n'étaient pas source de conflits. Pour l'heure, aucune terre n'a encore changé de main. Pour certains Irob, la paix est aussi signe d'opportunité. En ouvrant les routes entre les deux pays, le commerce pourrait être relancé. Pour d'autres, ce serait une occasion rare de retrouver des membres de leur famille disparus pendant les conflits. Depuis qu'on a appris la nouvelle, on est collé à notre télévision. Si les deux pays font vraiment la paix, peut-être que mon mari reviendra. Son mari, accusé d'avoir donné de la nourriture aux Éthiopiens pendant la guerre, avait été arrêté par les Érythréens et n'a plus jamais donné signe de vie. L'espoir renaît dans cette frontière oubliée. C'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, que le comité d'organisation a donné rendez-vous pour le lancement de la 2e édition de Africa Santé Expo. Cette initiative a pour objectif de répondre à un besoin en matière de partage d'expériences. Un creuset entre pharmaciens africains et occidentaux, Africa Santé Expo est un salon d'affaires, de compétences et d'échanges des acteurs du monde de la pharmacie. Vous savez, quand on va à l'étranger, on va assister à des salons et tout ça, mais on ne parle pas de nos réels problèmes qui sont la lutte contre les faux médicaments, les médicaments de la rue. On a eu Ebola, maintenant il y a Lassa, enfin... Quand vous réfléchissez à tout ça, on a eu 16 pays qui sont venus. On a partagé les expériences. Mais le monde de la santé ne se limite pas à la pharmacie. Donc nous nous sommes rapprochés des médecins parce que c'est tous ensemble que nous allons trouver des solutions. Au programme, les échanges de compétences, le savoir-faire dans le cadre d'une coopération sud-sud et nord-sud, la contribution au développement des industries pharmaceutiques d'Afrique par une stratégie de développement de pôles d'excellence, la promotion du partenariat public-privé dans le domaine de la santé et de l'industrie afin de mobiliser les ressources nécessaires. C'est l'objectif de ce salon prévu du 25 au 27 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Géothermie profonde, biomasse, pompe à chaleur, hydroélectricité. Strasbourg prépare sa révolution verte et multiplie les chantiers pour préparer un futur post-pétrole et un post-Fessenheim avec 100% d'énergie renouvelable en 2050 comme objectif. L'eau chaude qui est prélevée est refroidie en surface au travers d'un échangeur et réinjectée à 60 degrés dans le 2e forage. Donc on va prélever cette chaleur à 200 degrés, on va fabriquer de l'électricité au travers d'une centrale qui fonctionne comme une pompe à chaleur. Et on va aussi fournir une partie de chaleur à 30 degrés et à 80 degrés pour des applications industrielles, des applications agricoles, des applications de chauffage urbain. Ce site géothermique est la symbolique de cette transition qui est nécessaire aujourd'hui et qui va permettre à moyen terme de chauffer l'équivalent de 25 000 logements au niveau de l'agglomération strasbourgeoise, ce qui est pour nous un cap extrêmement important si nous voulons atteindre les 100% d'énergie renouvelable en 2050. C'est l'autonomie énergétique, c'est aussi l'emploi local et donc il y a non seulement les enjeux énergétiques, mais il y a aussi les enjeux de développement local sur notre territoire. Le projet, l'un des plus importants chantiers de ce type en Europe continentale, sera terminé en 2019. Il alimentera à terme le réseau d'eau chaude et de chauffage des établissements publics, maisons de retraite, écoles, hôpitaux
et un tiers des 65 000 logements du parc HLM. Il y a de cela quelques années, cet endroit était communément appelé la région des lagunes. 3 cours d'eau l'irriguent. La Nyembi, la lagune Ébrié et le fleuve Bandama. Au bord de la lagune Ébrié se trouve le village Ngati à 5 km de Dabou. La seule supérette de ce village est la propriété de cette dame. Cette quinquagénaire est persuadée que le permis lui permettra elle-même de faire ses courses pour l'approvisionnement de sa boutique, ce qui lui semble bénéfique. Mais maintenant, là, j'ai un courage à moi. Vraiment, je n'aurais pas peur. Si ça me donne une voiture, je n'aurais pas peur de conduire. Jeanne Bras est l'un des bénéficiaires de cette grande opération de permis de conduire initiée dans la ville de Dabou par un politicien. Plus de 300 jeunes et adultes, dont Jeanne, passent le permis gratuitement. Il n'y a pas d'âge dans cette affaire d'avoir son permis. À tout âge, on peut conduire pour soi-même ou alors, pourquoi pas, essayer d'acheter sa propre voiture et puis travailler pour soi-même. C'est encourageant et les plus jeunes pourront la suivre. Située à 45 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, la ville de Dabou compte beaucoup de jeunes en quête de reconversion sociale. Pour certains, le permis de conduire est un passeport pour y arriver, mais pour Jeanne, une aubaine pour améliorer ses revenus. Il est 9h du matin et Justin peint sous un soleil de plomb. Cela fait plusieurs jours qu'il travaille sur cette publicité, une tâche que d'autres auraient achevée en moins d'1 heure en collant une affiche. Mais pour cet artiste, le résultat en vaut la peine. Il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais obtenir avec une affiche numérique imprimée, mais que vous avez avec une peinture bien réalisée. Justin travaille pour la société Colossal Media, fondée à New York en 2004 par un autre peintre et 2 de ses amis. À l'époque, peu d'entreprises peignaient encore des publicités sur les murs. Ce que je découvrais, c'est qu'alors que je tombais amoureux de cet art, il était en train de mourir. Avec le développement de la technologie, il y avait des moyens bien moins chers et plus rapides pour faire ça. Et moi, je voulais justement passer ma vie à peindre des pubs. Paul et ses associés ont donc commencé à louer des emplacements eux-mêmes et à contacter directement les annonceurs. Mais à plus de 30 000 € la publicité, difficile de les convaincre. Leur réaction, c'était « Pourquoi ? Dites-moi pourquoi je devrais dépenser plus d'argent pour quelque chose qui va prendre plus de temps. Vous m'expliquez ?» Mais au fur et à mesure que le street art est devenu plus populaire, ces pubs esthétiques ont gagné du terrain. Surtout à New York, berceau du graffiti, où les peintures publicitaires attirent désormais aussi l'œil des touristes. Aujourd'hui, la société de Paul réalise plus de 500 commandes par an dans 6 grandes villes américaines et a même plusieurs concurrents sur le marché. De quoi s'assurer que cet art du passé s'inscrit dans le futur. Dans la jungle philippine, l'insurrection communiste forme sa relève. Armée de fusils et d'ordinateurs portables, une nouvelle génération de combattants a rejoint les rangs d'une des plus anciennes rébellions d'Asie. Leur objectif ? Renverser le système capitaliste des Philippines. Catherine rêvait de devenir présentatrice de télévision, mais cette jeune diplômée a troqué le micro pour un fusil d'assaut. Nous affrontons un ennemi qui commet des atrocités contre le peuple, contre les jeunes et les autres secteurs de la société. Face à eux, il faut résister debout, pas se terrer dans la peur. Des partisans attirés par les promesses de justice face aux inégalités. L'archipel connaît l'une des croissances les plus fortes d'Asie, mais 1 Philippin sur 5 vit avec moins d'$1 par jour. Catherine a rejoint la rébellion suite au licenciement de son père ingénieur pour avoir monté un syndicat. Je suis très contente de parler aux membres de la communauté locale et d'apprendre à connaître leur situation. En découvrant combien nos vies sont différentes, comment ils sont maltraités, et en leur apprenant leurs droits, ils comprennent qu'il est nécessaire de lutter. Jaime Padilla est l'un des hommes les plus recherchés des Philippines. Ce leader communiste a rejoint la nouvelle armée du peuple
peu après le début de la rébellion à la fin des années 60. Les négociations de paix entre le gouvernement et l'insurrection sont depuis peu au point mort, une paralysie qui a donné lieu à une nouvelle vague de violence. Et à 70 ans, Padilla est toujours prêt à se battre. Ça fait 50 ans que nous combattons et peu importe s'il nous faut encore 50 ans, la jeunesse va poursuivre la rébellion. Même si ça prend 100 ans, tant que la jeunesse est ici, les fermiers et les citoyens sont prêts à se révolter. Une jeunesse communiste sur laquelle il compte pour poursuivre l'insurrection, dans un conflit qui a déjà fait au total 30 000 morts, selon les estimations de l'armée philippine. 5 heures du matin. Dans le massif des Rhodopes, en Bulgarie du Sud, les cultivateurs de tabac sont déjà au travail. Récoltées à la main tout l'été, les feuilles seront installées sur les séchoirs et mettront encore plusieurs mois avant d'arriver jusqu'aux fabricants de cigarettes. Une activité chronophage à faible rendement, moins de 3 € par kilo. Nous pensons abandonner la culture du tabac. Ça ne sert à rien, on ne gagne plus rien. Il y a trop de dépenses pour peu de revenus au final. La région de Tchakovo abrite toujours le plus grand nombre de cultivateurs de tabac de l'Union européenne par habitant. Autrefois l'un des fleurons agricoles et manufacturiers du pays, le secteur du tabac bulgare n'est plus que l'ombre de lui-même. La fin du communisme a conduit à la dissolution des fermes coopératives. Nous sommes passés de plus de 100 000 tonnes par an provenant des 4 variétés de tabac cultivées ici dans les années 80 à 16 000 tonnes en 2016. Nous restons le 5e plus grand pays producteur de tabac de l'Union européenne, mais la baisse est drastique. Ici, le produit phare, c'est l'oriental, un tabac blond apprécié pour ses arômes très prononcés, uniquement cultivé dans les Balkans. Mais la Turquie, la Grèce et la Macédoine voisine ont augmenté leur production et menacent d'évincer la Bulgarie du marché. Tel que le secteur est organisé actuellement, avec d'innombrables petites exploitations, de faible rendement, un savoir-faire insuffisant, un taux d'éducation peu élevé et une grosse dépendance politique de la population qui y est employée, il n'y a aucun avenir. Le sol infertile et peu profond ne laisse pas beaucoup d'autre choix que la culture du tabac. Les producteurs bulgares devront se moderniser au risque de voir leur secteur partir en fumée. Une structure en bois, des roues et une surface de moins de 10 mètres carrés, c'est ce que l'on appelle une tiny house, une minuscule maison en français. Un concept venu des États-Unis, largement popularisé après l'ouragan Katrina pour fabriquer des maisons rapidement et à bas coût. C'est une autre crise qui a poussé l'architecte allemand Van Boo à en construire à Berlin depuis 2 ans. Une idée qu'il a eue pour aider les milliers de réfugiés sans domicile dans la ville. Il faisait froid, c'était en hiver. Il neigeait, il pleuvait et il devait dormir dans la rue, devant le bureau d'enregistrement. Donc j'ai pris ma perceuse, j'ai récupéré du bois que j'ai trouvé par hasard dans la rue et je l'ai amené là où 20, 30, 40 réfugiés faisaient la queue en s'ennuyant à mourir. Et on a tout simplement commencé à construire. Depuis 2015, ce sont des dizaines de maisonnettes qu'il a construites à l'aide des réfugiés. Des logements qu'il loue ensuite à des personnes à faible revenu pour une centaine d'euros par mois. Ali, arrivé de Syrie il y a 1 an et demi, fait partie de son équipe. Je travaillais comme menuisier en Syrie et aussi au Liban, et maintenant en Allemagne. J'ai construit une tiny house à Stuttgart et maintenant je construis celle-ci avec mes collègues. Aujourd'hui, c'est toute une communauté qui se passionne pour ces petites maisons en Allemagne. Noam s'est lui aussi lancé dans la construction d'une tiny house, moins pour des questions d'argent que pour vivre différemment. Ça permet aux gens d'avoir un style de vie plus minimaliste et simple. Je pense que les gens qui vivent dans des tiny houses sont plus conscients du fait d'utiliser leur temps de manière judicieuse. Comme l'espace est très limité, ce qui se passe à l'extérieur est plus important qu'à l'intérieur. Faite de matériaux recyclés, la maison de Noam est alimentée en énergie grâce à des panneaux solaires. Une fois terminée, elle sera exposée pendant 1 an pour servir d'exemple à ceux qui voudraient aussi se lancer dans l'aventure.